Salut tout le monde, avant de débuter l'épisode, je tenais à vous dire que j'ai noué un partenariat avec le site Displate qui propose des impressions sur plaque métal. J'en ai moi-même en déco à la maison, du coup je vous propose d'en reparler en fin de vidéo parce que je vous ai fait une chouette petite sélection, puis sinon il y a plus d'infos dans la description. Bon épisode. Mes chers camarades, bien le bonjour. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que vous aimez bien les grosses bêtes à écailles qui crachent du feu et qui se font des kebabs avec 3 moutons entiers ou des petites filles perdues dans les montagnes. Et ça tombe bien parce que je vous propose de revenir ensemble sur l'histoire des dragons. Et je vous parle pas d'une histoire imaginaire, mais de la vraie histoire des dragons et de leur naissance. Parler de l'histoire des dragons est un sujet complexe et il nécessite d'abord de poser une question fondamentale. C'est quoi un dragon? Aujourd'hui, on imagine surtout un dragon suivant les écrits de Tolkien puis ceux de George Martin, en passant par leur représentation dans les jeux de rôle, c'est-à-dire comme des créatures gigantesques, reptiliennes, dotées d'ailes membraneuses et crachant généralement du feu. Or, le terme dragon renvoie durant l'Antiquité et le Moyen-Âge à des réalités beaucoup plus complexes et à une multitude de formes. Je vous propose de faire un peu d'étymologie pour y voir plus clair. Le mot dragon nous vient du grec drakon, qui est lui-même lié, semble-t-il, au verbe grec derkomai que l'on peut traduire par voir ou regarder intensément. C'est une référence directe au regard intense des serpents qui ont des paupières transparentes. D'ailleurs, dans de nombreux textes grecs antiques, les auteurs peuvent employer le terme drakon et celui d'ophis, nom qui signifie serpent, comme des synonymes pour désigner des serpents monstrueux qu'affrontent les héros ou les dieux, la seule différence étant que drakon renvoie à des caractéristiques extraordinaires. La bête qui garde la toison d'or et que combat Jason, chef des Argonautes, est par exemple qualifiée de dracon, tout comme le gigantesque serpent Python que finit par vaincre le dieu Apollon sur le site du sanctuaire de Delphes. Les récits de ces duels ont généralement pour fonction de mettre en scène le triomphe des sociétés humaines sur la sauvagerie de la nature. En Grèce, Cadmos fonde ainsi la cité de Thèbes, une des plus importantes du monde grec antique, sur le lieu où il a tué Dracon. On peut également parler de l'un des 12 travaux d'Héraclès qui consiste à affronter l'Adon, un serpent doté, selon certains auteurs, d'une centaine de têtes. On le voit bien dans les versions antiques, les dragons n'ont pas encore une apparence bien définie. C'est uniquement lorsque le récit est mis en image dans l'Occident chrétien que l'on va coller sur ces créatures des caractéristiques qui les rapprochent de notre dragon contemporain, comme c'est le cas sur cette gravure du XVIIe siècle représentant la mise à mort de l'Adon. C'est donc de la langue grecque que vient le dragon et progressivement il va se répandre avec la diffusion des textes bibliques dans le monde grec puis romain. En effet, dans la Septante, traduction de l'Ancien Testament en grec réalisée au IIIe siècle avant notre ère à Alexandrie, le mot tanin, qui a de nombreux sens en hébreu et qui désigne toutes sortes de monstres et de bêtes sauvages, est la plupart du temps retranscrit en grec par le terme dracon. Et ça va même plus loin, puisque Jérôme de Stridon, un moine, propose à la fin du IVe siècle une version latine de la Bible, la Vulgate, où le mot dracon est retranscrit en draco. Pour y voir plus clair, prenons un exemple tiré de l'Ancien Testament, plus précisément du livre d'Ézéchiel, rédigé entre les 6e et 3e siècles avant notre ère. On peut y lire ce passage. « Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais m'en prendre à toi, Pharaon, roi d'Égypte, toi le dragon tapi au milieu des fleuves. » Le terme hébreu originel pour dragon est bien tanin, qui, dans la Bible, renvoie à diverses créatures, voire même des chacals, sens que l'on retrouve en hébreu moderne. Or, la Septante traduit ce passage en qualifiant le pharaon de dragon. Et ça s'explique sans doute par l'influence de la culture gréco-latine sur les traducteurs de la Bible. Quoi qu'il en soit, il faut atteindre les traductions contemporaines de la Bible, réalisées à partir du XVIIIe siècle, pour que tanin retrouve un sens multiple et que dans ce passage, en fonction des versions, le roi d'Égypte soit qualifié de monstre, de baleine ou de crocodile. Vous avez le choix, même si la Bible, c'est pas vraiment le livre dont vous êtes le héros. Le Nouveau Testament, rédigé directement en grec, fait de nombreuses références aux dragons. Dans l'Apocalypse, le serpent de la Genèse, qui a provoqué la chute d'Adam et Ève et leur départ du paradis terrestre, devient le dragon de la fin des temps et même le diable lui-même qu'affrontent Michel et ses anges, comme le montre ce passage très explicite. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui.
On le voit bien, le dragon devient à partir de la diffusion du christianisme, appuyé par les nombreuses copies de la Vulgate réalisées en Occident chrétien, une représentation des forces du mal à dominer, à abattre, comme le montre bien la profusion de lieux et d'églises faisant référence à Saint-Michel, dont le célèbre Mont Saint-Michel situé dans le département de la Manche. Ah tiens d'ailleurs, le Mont Saint-Michel, breton ou normand? Allez, je vous laisse vous battre dans les commentaires et je reprends le cours normal de l'épisode. On peut voir ce combat de Michel contre le mal se dérouler sur une enluminure tirée des très riches heures du duc de Berry, réalisée au début du XVe siècle. Sur cette image, comme sur tant d'autres, les ailes du dragon évoquent celles des démons. Ces ailes sont d'abord constituées de plumes, comme on peut le voir dans ce manuscrit du XIIe siècle, telles celles des anges déchus servant le diable. Puis, elles en viennent peu à peu à ressembler, à partir de la fin du Moyen-Âge, à celles des chauves-souris, comme celles des créatures des enfers. D'ailleurs, sur certaines enluminures, le dragon que pourfend Michel prend nettement les traits d'un être infernal et féminin. Dans cet imaginaire qui se développe, vaincre le démon, et donc le dragon, c'est en fait synonyme, dans les ouvrages relatant la vie des saints chrétiens, d'une conversion des populations païennes au christianisme. En gros, c'est une métaphore. Prenons l'exemple de Saint Georges, patron de plusieurs pays comme la Géorgie ou l'Angleterre. De nombreuses images le montrent en train de terrasser un dragon, motif évoqué pour la première fois dans un récit georgien du XIe siècle, mais surtout popularisé par l'un des textes les plus célèbres du Moyen-Âge, la Légende dorée, écrite par Jacques de Voragine au XIIIe siècle. On peut y lire qu'un dragon non loin de la ville de Silène, en Libye, obligeait ses habitants à lui sacrifier des brebis, puis des humains, un jeune homme et une jeune femme tirés au sort. Un jour que le souverain de la cité est contraint de voir sa propre fille être offerte en holocauste, Saint Georges intervient, sauve la jeune femme et blesse le dragon qui l'amène dans les murs de Silène. Là, dit le texte, les habitants épouvantés prirent la fuite, bien certains que tous allaient être dévorés. Saint Georges leur fit signe de revenir et leur dit « Soyez sans crainte car le Seigneur m'a permis de vous délivrer des méfaits de ce monstre. Croyez au Christ, recevez le baptême et je tuerai votre persécuteur. » Alors le roi et tout son peuple se firent baptiser et Saint Georges, tirant son épée, tua le dragon. Et le roi fit élever, en l'honneur de la Sainte Vierge et de Saint Georges, une immense église de laquelle jaillit une source vive dont l'eau guérit toutes les maladies de langueur. Saint Georges apprit au roi à avoir soin de l'église de Dieu, à honorer les prêtres, à suivre assidûment les offices divins. Si on analyse précisément le texte, on peut comprendre le sens que lui donnaient les ecclésiastiques médiévaux. Le triomphe du dragon, ici, il signifie en fait la fin du paganisme et des sacrifices animaux puis humains qui lui attribuaient. Comme les héros grecs, Georges est en fait un personnage civilisateur qui va réussir à vaincre le monde sauvage qui est représenté par le dragon, et cette victoire, qui est un élément nouveau que rajoute le christianisme, eh bien en fait, elle prend la forme d'une conversion des masses et de leur obéissance à l'église. La représentation de cet acte finit simplement par incarner le triomphe sur le malin, à un tel point que l'on retrouve ces images de Saint Georges sur de multiples supports et dans de nombreuses branches du christianisme, que ça soit sur un bouclier allemand du XVe siècle ou dans un manuscrit enluminé éthiopien du début du XXe siècle. Dans d'autres textes, le dragon devient l'incarnation des péchés d'une personne ou de la tentation auquel il doit faire face. Dans la vie de Saint Rigobert composée au IXe siècle, le tombeau de Charles Martel à l'abbaye de Saint-Denis, ouvert quelques années après sa mort, laisse échapper un immense dragon. Ils se dirigèrent donc vers le susdit monastère où le corps du dit Charles avait été enterré. Ils ouvrirent son tombeau et subitement, ils en virent sortir un dragon et ils trouvèrent l'intérieur du sépulcre complètement noirci, comme s'il avait été incendié. Le grand-père de Charlemagne est en effet accusé d'avoir régulièrement volé les biens de l'église, tellement en fait que son âme finit en enfer. Et on s'en souvient pas trop aujourd'hui quand on pense à Charles Martel, alors que pourtant cet épisode-là, il est très célèbre au Moyen-Âge, bien plus même que celui de la bataille de Poitiers. Au point qu'on le retrouve dans le manuscrit de la vie de Saint-Denis, offert au roi de France Philippe V en 1317, sur une enluminure où l'on voit un dragon aux ailes plumées s'élever dans les airs en crachant des flammes infernales. L'épisode, écrit par des ecclésiastiques, fait office d'avertissement aux souverains en leur intimant l'ordre de respecter les biens de l'Église, sous peine d'être damnés. En plus de Saint-Michel et de Saint-Georges, le Moyen-Âge voit se diffuser un très grand nombre de récits hagiographiques, c'est-à-dire qui racontent la vie des saints, mettant en scène un saint en train de défaire un dragon. L'un des premiers d'entre eux, consacré à l'évêque Saint Marcel de Paris, vivant au début du 5e siècle de notre ère, a été composé par Venance Fortunat, évêque de Poitiers du 6e siècle. On peut y lire qu'une femme vile par réputation a vu son corps, après son enterrement, être dévoré par un dragon venu d'une forêt proche. Marcel, l'apprenant, sort de la ville suivi du peuple parisien et fait face à la bête comme le raconte le texte. Saint Marcel se mit à prier,
Et le monstre, tête suppliante, vient demander son pardon, la queue caressante. Alors, Saint Marcel lui frappa 3 fois la tête de sa crosse, lui passa son étole autour du cou, et c'est ainsi qu'il combattit seul avec le dragon. Le peuple, rassuré, courut vers son évêque pour voir son ennemi captif. Alors, l'évêque en tête, pendant presque 3000, tous suivirent en rendant grâce à Dieu. Alors Saint Marcel réprimanda le monstre et lui dit « Désormais, ou reste dans le désert, ou cache-toi dans l'eau. » Le monstre disparut bientôt. La légende de Saint Marcel devient très populaire à Paris au Moyen-Âge, comme en témoigne sa statue dont l'original a été réalisé au XIIIe siècle, qui le représente en train de vaincre le dragon sur le trumeau du portail Sainte-Anne de Notre-Dame de Paris. Son mythe est également copié dans de nombreuses villes et l'on attribue le récit de son exploit à un saint local combattant un monstre du cru, comme Sainte Marthe vainquant la Tarasque, qualifiée dans le texte de dragon, ou Saint Clément à Metz qui soumet une créature draconique appelée localement le Graouli. On le voit bien, ce type de récit concentre les thèmes présents à la fois dans les mythes bibliques et gréco-latins. Le dragon représente donc le mal vaincu, et le saint agit tout comme Apollon, tel un héros civilisateur, face à une créature vivant dans les marges de la ville, dans une forêt. D'ailleurs, dans la plupart de ces textes, il faut noter que le saint ne tue pas la bête, il se contente de la dompter, avant de lui donner l'ordre de plonger dans un fleuve pour ne jamais revenir. Le dragon représente alors les forces de la nature, notamment les risques d'inondation, que le saint réussit à dompter. Ce n'est pas un hasard si la victoire de chaque saint vainqueur d'un dragon a été célébrée dans l'Occident médiéval pendant les rogations. Les rogations, ce sont des fêtes mobiles se déroulant les lundis, mardis et mercredis qui précèdent le jeudi de l'Ascension. Pendant ces fêtes, les fidèles priaient Dieu afin que la nature soit clémente à un moment critique de l'année où l'on craignait un retour subit du gel qui pourrait détruire les récoltes, période appelée encore aujourd'hui les saints de glace. Au cours du Moyen-Âge, sans doute vers le XIIe siècle, on commence dans plusieurs dizaines de grandes cités à créer des effigies de dragons qui sont promenées durant les 3 jours des rogations tout autour des villes. À Paris, comme le raconte un sermon prononcé par le chanoine Robert de Sorbon en 1261, il est également de coutume, durant les rogations, de porter quelque chose de ressemblant à un dragon qui précède, les 2 premiers jours, les bannières et signifie l'état des pécheurs qui sont dans la procession du diable. Et le 3e et dernier jour, le dragon doit être porté après la croix et les bannières et symbolise l'état de l'homme maintenant converti. Il est à noter que nombreux sont ceux qui sont à la procession du diable et bien peu sont ceux à celle du Dieu. On le voit pour cet ecclésiastique, le but de cette procession reste de célébrer le triomphe du bien, incarné par l'Église, et donc par lui, sur le mal. Mais la fin du texte interroge. Pourquoi y a-t-il moins de monde lorsque le cortège représente, le 3e jour, le triomphe du saint sur le monstre ? Tout simplement parce qu'il semble que la vedette des rogations soit devenue progressivement le dragon lui-même. Entre un type en papa mobile et un dragon badass, vous préférez quoi vous ? Au XIIIe siècle, les villes et leur population s'affirmaient de plus en plus comme des pouvoirs indépendants, face notamment à l'aristocratie chevaleresque et ecclésiastique. Les cortèges des rogations, qui, en 3 jours, faisaient le tour du territoire urbain, devenaient une bonne occasion de s'unir au cours d'une cérémonie dont l'effigie de la créature était le symbole de nouveaux pouvoirs. On prenait d'ailleurs un soin tout particulier à élaborer le mannequin en réalisant des parties articulées comme le raconte ce texte du Quartz-Livre, en 1552, de François Rabelais à propos du Graouli de Metz. C'était une effigie monstrueuse, ridicule, hideuse et terrible aux petits enfants, ayant les yeux plus grands que le ventre et la tête plus grosse que tout le reste du corps, avec amples, larges et horrifiques mâchoires bien dentelées, tant au-dessus comme au-dessous, lesquelles, avec l'engin d'une petite corde cachée dedans le bâton doré, l'on faisait l'une contre l'autre terrifiquement cliqueter, comme à Metz l'on fait du dragon de Saint Clément. C'est vers l'effigie du dragon que les populations urbaines centraient leur attention et interagissaient. Le clergé de Notre-Dame portant la figure d'un grand dragon d'osier, et le peuple prenait plaisir à jeter dans la gueule énorme et béante de ce dragon des fruits et des gâteaux. On peut légitimement se demander à quoi pouvait servir cette pratique à cette époque. Est-ce que c'était un moyen de se porter chance ? Est-ce que c'était simplement une célébration de la ville ? Il y avait sûrement un peu de ces 2 choses-là, et sûrement plein d'autres choses. En tout cas, nombre de ces créatures ont reçu un nom propre. Du Graouli de Metz en passant par la Tarasque, sans oublier la Grand-Goule de Poitiers, la Lézarde de Provins, ou encore la chair salée de Troyes. Et ça nous montre bien une chose, qu'elles sont devenues avec le temps un moyen de distinguer chaque cité d'une autre. Alors qu'on aurait pu attendre que ce soit le saint qui les ait domptés qui soit le symbole de la ville, mais non. Et encore une fois, à choisir entre un vieux chauve ou un dragon qui claque, perso, y a pas photo. Dans une image d'Épinal produite au milieu du 19e siècle, le Graouli figure d'ailleurs au premier plan et pas la personne jouant le rôle de Saint Clément.
Preuve de cette popularité, depuis 1966, le dragon messin est représenté sur le logo du football club de Metz. Alors c'est bien beau tout ça, mais quand on parle dragon, même si c'est une figure de style, est-ce qu'on pensait vraiment que les dragons existaient ? Les combats des saints sont des légendes prises au sérieux durant le Moyen-Âge, et les dragons sont considérés comme des animaux à part entière. En fait, leur nature est discutée très sérieusement depuis l'époque antique par des auteurs latins comme Pline l'Ancien ou dans des bestiaires médiévaux. Tous disent plus ou moins la même chose quant à l'origine et le lieu de vie des dragons. Brunetto Latini, dans son livre du trésor au XIIIe siècle, explique ainsi que le dragon est le plus grand de tous les serpents et même l'une des plus grandes bêtes du monde. Il habite en Inde et en Éthiopie, où il existe un été perpétuel. Dans le mythe de Saint-Marthe, raconté par la légende dorée de Jacques de Voragine, on peut lire que la Tarasque était venue par la mer de la Galatie, soit au centre de la Turquie actuelle. Les dragons, s'ils sont bien réels dans l'esprit des gens du Moyen-Âge, vivent ainsi dans des terres reculées qui abritent, comme on le croit à l'époque, la plupart des êtres merveilleux et extraordinaires. Le dragon a donc une existence lointaine, soit dans l'espace, dans l'Orient de tous les mystères et de tous les fantasmes, soit dans le passé, à l'époque des premiers saints du christianisme. Et d'ailleurs, on peut totalement retrouver cette idée dans certains univers de fantasy contemporaine. Dans le monde de Game of Thrones, les dragons des Targaryens ont pour la plupart vécu dans des temps anciens, sur les terres de l'Empire valyrien. Et leur incursion dans Westeros ne dure en réalité que quelques siècles, voire seulement quelques mois dans la série, où, à la fin, le dernier survivant, Drogon, s'en va des 7 royaumes et part vers l'horizon, symbole d'une magie disparue. Pareillement, dans The Witcher 3, les limites des zones jouables sont signifiées en expliquant aux joueurs « Vous avez atteint le bout du monde, au-delà d'ici, vivent les dragons ». Justement, les dragons dans la fantasy, parlons-en un peu. De prime abord, certaines des grandes œuvres du genre reprennent plus ou moins les représentations médiévales. Dans l'œuvre de Tolkien, qui s'appuie sur le texte anglo-saxon Beowulf, le dragon symbolise le mal. Chez J.K. Rowling, c'est une bête sauvage. D'ailleurs, l'un des principaux adversaires d'Harry Potter se nomme Draco Malfoy. Drago Malfoy en français. Nom qui associe le dragon, Draco, et des traits de caractère maléfiques, Malfoy, mauvaise foi, méchanceté. On retrouve aussi la Tarasque, avec 2 R cette fois, comme monstre destructeur dont l'image renvoie fortement à Godzilla dans l'univers du jeu de rôle Donjons et Dragons. Une aventure, publiée en 1996, propose même aux joueurs de l'affronter. Mais à partir des années 1960, la fantasy permet une véritable révolution dans la représentation du dragon. Et ça, c'est à cause de 2 choses. La fascination des baby-boomers pour la fantasy et le développement d'une sensibilité écologique. En 1976, Gordon R. Dixon publie Le Dragon et le George, dans lequel un historien médiéviste est projeté dans le corps d'un dragon vivant dans un monde merveilleux où les monstres cracheurs de feu s'avèrent être des créatures tout aussi civilisées que nous, les humains. Ce récit constitue une véritable inversion des légendes des saints que nous avons vues, notamment celle de Saint Georges. Il est emblématique de tout un courant dans lequel les dragons ne sont plus opposés aux humains mais vivent en intelligence avec eux, parfois même de manière symbiotique, comme dans Le Vol du Dragon en 1968, premier tome du cycle de la Ballade de Pern d'Anne McCaffrey. Les jeux de rôle de fantasy s'ouvrent aussi peu à peu à la possibilité pour les joueurs d'incarner un dragon, notamment dans le supplément Council of Wyrms sorti en 1994, des règles avancées de Donjons et Dragons qui décrit avec force détail une société draconique complexe. Les plus récentes éditions de ce jeu de rôle sur table proposent même aux joueurs de jouer une race de dragons humanoïdes, les Dracéides. Parallèlement, on ne compte plus au cinéma depuis une trentaine d'années les films d'animation où les dragons servent de compagnons aux humains, comme la franchise Dragon, commencée en 2010, où les monstres de jadis sont désormais les meilleurs amis d'un groupe d'enfants. Devenus des personnages positifs, les dragons incarnent aujourd'hui le merveilleux. Lier les dragons à la féerie et tout ce qu'il y a de plus commun dans les œuvres de fantasy, au point que la disparition des uns marque celle de l'autre. S'il n'y a plus de dragons, il n'y a plus de magie, et inversement donc. C'est ce qui permet aussi de marquer un changement profond dans un univers de fantasy, la disparition d'une époque, quoi. Dans Cœur de Dragon, sorti en 1995, et qui me faisait pleurer enfant parce que, spoiler, à la fin, le dragon, il meurt, l'arrivée progressive de la modernité dans le film, d'une société médiévale structurée, met fin à l'enchantement, à la magie, à l'ancien monde, en tuant ce dragon. Suivant cette logique, les dragons sont désormais mis en avant par les concepteurs de jeux de rôle, notamment sur les illustrations de couverture, non seulement pour le défi qu'ils symbolisent, mais aussi parce que leur présence signifie aux joueuses et aux joueurs qu'ils quittent le monde contemporain pour se plonger, le temps d'une partie, dans un univers magique comme celui de Donjons et Dragons, dont le titre est lui-même révélateur. C'est un peu comme dans Game of Thrones quand Tyrion aperçoit pour la première fois Drogon en train de voler dans les ruines de l'antique Valyria.
Il ouvre les yeux, le souffle coupé, émerveillé d'avoir réalisé un rêve d'enfance. La créature, apparaissant dans la brume, semble sortie d'un rêve, d'une œuvre de fiction. Son départ loin de Westeros lors de l'ultime épisode de Game of Thrones marque d'ailleurs la fin de la série et le retour pour des dizaines de millions de téléspectateurs à la rude réalité du quotidien. Game of Thrones n'est pas un cas isolé. Les dragons semblent aujourd'hui être partout dans la culture pop. Et ce n'est peut-être pas un hasard, car derrière cette surreprésentation du dragon se cache peut-être notre désir d'échapper à un monde perçu comme de plus en plus angoissant. Les dragons nous permettent ainsi de nous évader vers d'autres horizons plus cléments et n'ont pas fini de peupler les terres lointaines de nos songes. Voilà les amis, cet épisode est terminé, j'espère que vous l'aurez apprécié. Sachez qu'il a été préparé avec le camarade William Blanc qui aime beaucoup les dragons. Bah, l'étude des dragons, ça reste un sujet assez vaste, et comme certains d'entre vous l'ont remarqué, on n'a pas vraiment eu la place de traiter des mythes qui leur sont associés en Extrême-Orient. Et on y reviendra peut-être un jour dans un autre épisode, on verra. Si vous aimez les dragons, c'est peut-être l'occasion de vous faire plaisir d'ailleurs. Comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo, elle est sponsorisée par Displate. Alors Displate, c'est quoi? C'est un site web qui vous permet de commander des impressions en métal, donc assez résistant pour votre chez vous. Alors vous avez déjà aperçu ce genre de cadre dans certains des épisodes de Nota Bene, et là j'en ai commandé d'autres spécialement pour l'occasion qui viennent décorer mon nouveau bureau quand j'aurai enfin la fibre d'ici la fin d'année peut-être, je croise les doigts mais j'y crois pas du tout. Le montage il est ultra facile puisque ça se fait avec des magnettes collées sur le mur et avec une petite protection pour éviter d'arracher la peinture si on enlève les magnettes. Moi je trouve personnellement ça un poil plus stylé qu'un cadre classique qu'on accroche au mur et il y a pas mal de choix sur le site de Displate puisqu'il y a près de 800 000 modèles dans tous les styles. D'ailleurs, j'ai ouvert une boutique où je vous fais quelques recommandations. Il y a bien sûr des trucs geeks, mais il y a aussi des cartes anciennes ou des iconographies japonaises que j'ai trouvées particulièrement chouettes. Je vous mets le lien de la boutique en description. Les produits sont fabriqués à la demande, livrés en quelques jours. Et en plus de tout ça, vous avez une réduction en passant par mon lien en commentaire. Du 27 avril 2020 au 1er mai 2020, vous bénéficiez de 25% pour un ou deux produits achetés, 35% si vous en prenez 3 ou plus. Et après ces dates, c'est quoi qu'il arrive, 20% de bonus qui s'affiche directement sur votre panier lors de la commande. Petit bonus, pour chaque produit Displate acheté, il y a un arbre planté et c'est toujours bon à prendre et à savoir. Quoi qu'il en soit, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On compte sur vous pour mettre le feu à Twitter, Facebook, Instagram en le partageant. On se retrouve très bientôt sur Nota Bene. Salut!